Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux suites de fonctions. Oui, ça fait un petit moment que vous me l'aviez demandé. La voici enfin. Donc, on va faire une petite expérience sur cette série de vidéos. Là, j'ai les 2 chapitres qui viennent. Juste pour voir, parce que tous les youtubeurs disent oui, les commentaires c'est très important. Moi, je voudrais bien savoir dans quelle mesure c'est important ou pas. Donc, vous allez être sympa. Je vais sortir cette vidéo et la suivante en même temps. Vous ne mettez aucun commentaire sur celle-là. Et vous en mettez tous un sur la suivante. Je vous le redirai au début de la suivante, ok, pour voir si ça fait une différence. Et après, je vous tiendrai au courant dans les lives si ça vraiment ça fait une différence ou pas. Donc là, on est sympa, on met des likes si vous voulez, mais on met pas de commentaires sur cette vidéo. Tous les commentaires que vous avez à faire sur cette vidéo, vous les mettez dans la vidéo suivante, d'accord. Dites, tiens, dans la vidéo 1, il y a un truc ça, j'ai pas compris de ça. Je vous répondrai. Ok, c'est pour faire une petite expérience scientifique juste pour voir. 2 vidéos similaires qui ressemblent, 2 chapitres identiques sur le même sujet. Une sans commentaire, l'autre avec commentaire. Donc mettez pas de commentaire maintenant. Ouais, je vous le dis au début parce que sinon, il y en a, ils mettent ah super dès le début. C'est très gentil, mais non. Ok. Très bien. Alors on y va. Allez. Après cette petite parenthèse, allons-y. Donc voilà. Donc on va parler de suite de fonctions. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une suite de fonctions pour les mathématiciens parce qu'il y a des petits sous-entendus. Et puis on va regarder la convergence simple, un truc qui porte bien mal son nom. Ok. Très bien. Alors allons-y. Donc la première remarque, une suite, généralement, d'éléments d'un ensemble E, c'est pour n égale 0, j'ai un élément de E. Donc là, pour n égale 0, j'ai une fonction, de R dans R. Pour n égale 1, du coup, une autre fonction. Là, celle-là, elle veut de R plus dans R. Puis une troisième pour n égale 2, non. Non. Alors non, ça, c'est pas une suite de fonctions. D'accord. Pour les mathématiciens, on s'est limité un petit peu pour simplifier, pour pas que ça fasse n'importe quoi, etc. On a dit non, les suites de fonctions, c'est même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée pour toutes, d'accord. Donc c'est, voilà, une suite de fonctions, en fait on ne le dit pas, mais c'est une suite d'applications d'un ensemble E dans un ensemble F. Ok, alors application, je vous rappelle, ça veut dire que c'est défini partout, d'accord. Donc voilà, pour tous les éléments de E, et pour chaque n, Fn de x, ça existe. Si je prends x dans E, Fn de x existe tout le temps, voilà, d'accord. Et ça donne toujours un élément de l'ensemble F qui est le même pour tout le monde. Okay. Donc E, ça peut être un intervalle de R, ça peut être R complet, ça peut être R2, ça peut être une fonction de plusieurs variables. Mais en tout cas, c'est, voilà, ça peut être un espace vectoriel, etc. Mais en tout cas, c'est défini sur tous les éléments de E pour tous les éléments de la suite. C'est le même ensemble de départ, d'accord, même ensemble de définition, même, vous voyez, qu'on appelle l'ensemble de départ, boum, et même ensemble d'arrivée. Ok, voilà, donc ça, c'est important. Il y a des petites restrictions, c'est pas des fonctions n'importe comment, quoi. Ok, et donc voilà, si je prends une suite de fonctions de E dans F, donc ça veut dire que pour chaque n, j'ai une application de E dans F. Donc par exemple, si je prends une application de R dans R, un exemple, c'est une formule, vous voyez, y égale f de x, mais avec, la formule peut dépendre de n, vous voyez, donc par exemple nx plus x2 plus exponentielle moins n. Voilà, il y a une constante qui change, mais bon, voilà. Ok, c'est une parabole, une équation de second degré avec des coefficients qui changent, là, ok. Pourquoi pas. Donc, le truc important, c'est que grâce à cette définition, pour chaque x fixé de l'ensemble de départ, fn de x existe tout le temps, et est un élément de f. Donc, je fixe un x, j'obtiens une suite d'éléments de f. Ok, donc, j'ai mis des exemples. Par exemple, si je fixe x égale 0, là, j'obtiens la suite exponentielle moins n. Ok. Si je fixe x égale 1, j'obtiens n plus 1 plus exponentielle moins n. Une autre suite, vous voyez, d'éléments de R, là, parce que j'allais de R dans R. Voilà, avec 3, j'obtiens une autre suite. Enfin voilà. Pour chaque valeur de x fixée, on obtient une suite d'éléments de f. Ok, donc j'ai mis un petit dessin pour imaginer. Ça, c'est une suite d'applications. C'est pas le dessin correspondant à ça. Mais imaginez, voilà, une suite d'applications comme ça, là, qui s'aplatit. En fait, si je prends un x donné, j'obtiens une suite d'éléments de R, paf, qui va tendre vers 0, là, par exemple. Oui, mais... D'accord. Donc ça, c'est important de bien comprendre. En fait, j'ai plein de suites, quoi. Dès que j'ai une suite de fonctions, dès que je fixe un x de l'ensemble des départs, j'obtiens une suite de l'espace d'arrivée. Ok. Bon, alors maintenant, cette suite, je voudrais bien pouvoir l'étudier. Tiens, tu as une suite fn de x, là, une suite d'éléments de f. Donc pour étudier les suites dans les éléments de f, il faut que f ce soit, par exemple, un espace métrique. Si on est en L3, topologie, on sait qu'on a vu les suites dans un espace métrique. Bon. En général, là, on se contente des espaces vectoriels normés. Donc, on va supposer que f est un espace vectoriel muni d'une norme, donc ce qui permet de dire que, vous savez qu'une suite d'un espace vectoriel normé muni d'une norme, un est envers L si un moins L tend vers 0. Si norme de un moins L tend vers 0. D'accord. Donc, ça permet de définir la convergence des suites, etc., grâce à la norme. Donc, pour un petit rappel, on ne sait jamais, ça ne peut pas faire de mal. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? C'est un truc relativement abstrait, vous voyez. C'est une application, donc c'est défini pour tous les vecteurs.
Donc sur f, c'est une application qui a tous les éléments de E. Alors là, j'ai mis f, mais en fait, après, j'ai mis E, donc c'est pas très malin. Donc, à tous les éléments de E, ça vérifie cette espèce de linéarité ou d'homogénéité, enfin, qui n'est pas tout à fait une, parce que, vous voyez, si on prend norme de lambda fois k, ça fait valeur absolue de lambda fois norme de x, lambda fois x, ou module de lambda si on est sur un C espace vectoriel. Hein. K, je vous rappelle, c'est R ou C. Hein. À chaque fois, pour moi, là, voilà, je l'ai remarqué là, mais il faut bien le préciser. Donc voilà, ça peut être un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. Ok. Donc, on a ce truc-là. Bah, en gros, je multiplie un vecteur par 2, sa norme est multipliée par 2. Hein. C'est tout con. Et je multiplie un vecteur, je prends son opposé, bah, c'est la même norme. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut la valeur absolue ou le module. Ok. Donc ensuite, on a la propriété que bah, si norme de x vaut 0, alors x égale 0, ça c'est hyper important. Parce que je dis oui, la norme de un-l tend vers 0, ça veut bien dire que un tend vers l. Bah oui, parce que il faut bien que si la norme est toute petite, c'est que les trucs soient très proches. Hein. Donc si la norme vaut 0, c'est que le vecteur, c'est le vecteur nul. Et ensuite, l'inégalité triangulaire, donc que vous connaissez bien, norme de x plus y est plus petit que norme de x plus norme de y. Ok, donc si j'ai juste ces axiomes-là, alors c'est une norme et ça me permet de définir tout ce qu'on a l'habitude. Hein. Ok, voilà, c'était un petit rappel. Donc on suppose que f est muni d'une norme. Voilà, le plus souvent, f ce sera R, hein, mais en général, on peut faire tous les théorèmes que je donnais, suppose juste que f est un K espace vectoriel normé. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire que la limite de fn de x est égale à L? Bah, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a une norme sur un espace, bah, ça veut dire que la limite de fn de x, la norme de fn de x moins L, tend vers 0, donc la limite de ça est égale à 0. Et donc si on veut exprimer ça avec des epsilon et des grands n, ça fait jamais de mal. Je vous rappelle, dire qu'une suite tend vers 0, ça veut dire que pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang grand n, eh bien, les termes de cette suite sont plus petits qu'epsilon. Donc ça, c'est une suite à terme réel positif. Hein. L'intérêt de la norme, c'est qu'on était dans un espace très compliqué. On se ramène dans R, et dire que donc ça tend vers 0, bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est plus petit qu'epsilon. Voilà. Quel que soit les epsilon que je prends, 1 millième, 2 millième, 2 millième, au bout d'un certain moment, c'est plus petit qu'epsilon. Tout le temps. Je prends un epsilon plus petit, alors c'est plus tard peut-être, mais au bout d'un moment, c'est plus petit que ça. Donc voilà. Ok, voilà. Donc ça commence bien. Ok, alors allons-y. Donc on va faire quelques petites notations pour tout le chapitre. Alors c'est pas que cette vidéo, dans le chapitre, c'est cette vidéo et les suivantes. Hein. Donc à chaque fois qu'il y aura marqué K, ce sera R ou C. D'accord? Pour avoir des K espace vectoriel normés, c'est mieux. Pas de Q espace vectoriel, pas de truc compliqué. Bon, donc F c'est toujours un K espace vectoriel normé. La norme sur F, je la nommerai comme ça avec une double barre, d'accord? Jusque-là, sans préciser laquelle c'est, hein, sauf cas particulier. Lorsque F égale R très souvent, hein, ce sera souvent des fonctions de R dans R, hein, bon, ou d'un intervalle I dans R, la norme sera la valeur absolue. Voilà. Ok. Lorsque F c'est C, la norme c'est le module. Ok, jusque-là tout va bien. Une suite de fonctions ce sera toujours de E dans F, où E est un ensemble quelconque. D'accord. Donc F toujours un espace vectoriel normé, hein, et E est un ensemble quelconque, et généralement E c'est une partie de R. Ça peut être un intervalle, ça peut être R étoile, ça peut être R plus étoile, ça peut... Voilà. Le plus souvent, E ce sera une partie de R, mais a priori on a le droit de faire des fonctions de plusieurs variables, des suites de fonctions de plusieurs variables, et tout ça, les théorèmes seront encore vrais, donc voilà, je préfère vous les faire dans le cas général, pour si jamais vous en rencontrez. Mais dans un premier temps, vous pouvez imaginer que c'est d'une partie de R dans R. Hein. Ok, alors l'exemple fondamental, hyper important, c'est celui-là. Il sert de contre-exemple à plein de choses, etc. Il n'est pas très compliqué. On prend de 0 à 1 dans R, on prend l'application qui a x associe x puissance n. Donc pour n étoiles, donc voilà pour n égale 1, bah, c'est la fonction qui associe x. Pour n égale 2, c'est la fonction qui associe x2. n égale 3, c'est x3, ainsi de suite. Je vous en ai tracé quelques-unes là. Et là, ça doit être 20 ou je sais pas quoi. Voilà. Ok. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Ok. Et donc, si je regarde la limite quand je fixe un x quelque part, par exemple 0,4, bah, du coup, ça fait 0,4. 0,4 au carré, ça fait 0,16, enfin, ainsi de suite. Et bah, la limite, donc si je prends un nombre, vous voyez, plus petit que 1, 0,4 par exemple, à puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Hein, vous devez savoir, une suite géométrique de puissance, un nombre strictement plus petit que 1, ça tend vers 0. Ok. Donc voilà, donc la limite quand x est plus petit que 1 de fn de x, c'est 0. Vous voyez, ça s'aplatit. Hein. Je prends un x n'importe où, ça tend vers 0. Mais il y a un problème parce que pour 1 pile, bah, fn de 1 c'est 1. 1 puissance n'importe quoi, ça fait 1. D'accord. Donc pour tous les x à part 1, ça tend vers 0.
Même pour très très proche de 1, hein, je veux dire, ça va mettre du temps, mais ça va finir par arriver à 0. Et pour 1, ça vaut 1. OK? Donc voilà, mais en tout cas, pour toutes les valeurs, il y a une limite. Alors quand ça arrive, quand pour toutes les valeurs de x, la suite fn de x converge vers une limite, eh bien c'est là qu'on dit que la fonction fn, la suite de fonctions fn, converge simplement vers f, qui est définie par quoi? Comment? L'application f elle est définie par exemple pour chaque x, la limite de fn c'est f de x. Oui, par hypothèse, je suppose que quand je fixe un x, fn de x converge tout le temps. La limite, je l'appelle f de x, j'obtiens l'application f qui est définie partout, parce que ça marche tout le temps, pour tous les x, et je dis que fn converge simplement vers f. Quelque part, on dit simplement parce que c'est la définition la plus simple qui nous vient en tête. Oui, j'ai une suite de fonctions, je ne sais pas quoi en faire, je prends un x, j'ai une suite d'éléments de f, grâce à la norme, une suite de r, je suis très heureux, je me ramène à ce que je connais, et si pour chaque x ça marche, ça converge vers un truc, j'appelle ça f de x, et je dis, tiens, je définis comme ça une fonction f, et je dis que fn converge simplement vers f. Ok? Parce que là, tout va bien. Vous ne voyez pas pourquoi c'est embêtant de dire simplement, mais tout va bien. Ok, donc là, par exemple, ma suite de fonctions fn définie par x donne xn, elle converge simplement vers cette fonction-là, qui vaut 0 partout sauf en 1, et qui vaut 1 en 1. Ok. Hein, pour toutes les valeurs, si x est plus petit que 1, la limite c'est 0. Si x égale 1, la limite c'est 1. Voilà. Bon, très bien. Alors, les suites de fonctions ci-dessus, on y va. Est-ce que ça converge simplement? Est-ce que pour toutes les valeurs de x, il y a toujours une limite ou pas? Ou est-ce qu'il y a un problème? Allez, au boulot. Donc voilà, il faut bosser. Donc la première qui va de R plus dans R, qui a x associe nx sur nx plus 1. La deuxième, qui est de deux variables, donc qui va de R plus croix R, donc x est dans R plus, vous voyez, pour que n plus x, ça puisse pas valoir 0. Là, j'ai mis n plus grand que 1. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il faut bien que mes fonctions soient définies déjà. Sinon, ce n'est pas une suite de fonctions. C'est même pas la peine de se demander si elles convergent simplement ou pas. D'accord? Il faut que je vous rappelle qu'à chaque fois, si je mets ça, c'est une suite de fonctions, ça doit être défini sur R+. Sinon, c'est que je me suis planté dans l'énoncé. Ce n'est pas une suite de fonctions. J'aurais pu vous dire, tiens, avec une formule, quel est l'ensemble qu'il faut prendre pour que ce soit une suite de fonctions? Ça aurait été un autre exercice. J'aurais pu le faire. Et tiens, bon, mais là, voilà. Là, c'est de R dans R, par cette formule. Là, nx sur nx2 plus 1. Là, une petite un peu plus compliquée. Racine de nx2 plus 1 sur n. Voilà, bon ça en fait je l'ai écrit comme ça, mais des fois on la voit écrite racine de x2 plus 1 sur n, ce qui est peut-être un petit peu plus clair, mais enfin bon, c'est la même chose. Et puis l'application qui va en C, qui a x associé exponentielle inx, voilà. Est-ce que ça converge simplement ou pas? Allez au boulot. Donc on y va, la première, alors allez, si ce truc là, si x égale 0 par exemple, je vois que ça fait tout le temps 0, donc ça marche bien. Ok, et si x n'est pas égal à 0, du coup, je peux diviser par n en haut et en bas. Et j'obtiens que ça fait x sur x plus 1 sur n. Donc si x est non nul, la limite de ça, c'est x sur x, et donc c'est 1. Vous voyez, donc je trouve que cette fonction-là, elle tend vers 0 si x égale 0, elle tend vers 1 si x est différent de 0. Finalement, c'est un peu le contraire de celle de tout à l'heure, qui va être tout le temps 0 et un coup 1. Là, celle-là, il faut tout le temps 1 et un coup 0. Ok. Donc voilà. Oui, convergence simple. Alors, celle-là, maintenant, je fixe donc un couple XY quelconque. Est-ce que ça tend vers quelque chose? D'accord? Alors, là, voilà, si ce truc-là, finalement, alors je peux diviser par n en plus e, ça fait x plus y sur plus x sur n. Donc sur 1 plus x sur n, donc là ça tend vers 1, et là en haut ça tend vers x plus y, et donc je me rends compte que voilà, oui, ça converge simplement vers g de x égale x plus y. C'est tout bête, hein, vous voyez, on divise par n en haut et en bas pour enlever l'indétermination, l'infini sur l'infini. Et donc, ça fait x plus y sur 1 plus x sur n. X est positif, hein, il ne peut pas y avoir d'embrouille avec le dénominateur, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Et donc, quand n tend vers l'infini, x sur n, x est fixé, hein, même s'il est très très grand, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Et donc en haut, ça tend vers x plus y. Donc la limite, c'est x plus y. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, hein, c'est pas si dur que ça, quoi. Mais bon. Ok, alors maintenant, là, si on fixe un x, donc vers quoi ça tend? Alors j'ai envie de simplifier par n, comme d'habitude, mais là, je vais regarder quand même. Si x égale 0, je vois que toujours que c'est la suite qui vaut 0 tout le temps, donc bon, là, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, donc j'obtiens x sur x2 plus 1 sur n, donc ça tend vers x sur x2, donc ça tend vers 1 sur x quand x est différent de 0. Ok? Voilà, donc, parce que là tout va bien, c'est ma petite parabole avec le petit point 0.
Ensuite, celle-là, alors donc, du coup, quand n tend vers plus l'infini, si on écrit racine de x2 plus 1 sur n, on voit bien que quand x tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, le 1 sur n il tend vers 0, donc ça tend vers racine de x2, et racine de x2, figurez-vous que c'est valeur absolue de x. Hein, je vous rappelle, racine de x tout au carré, ça fait x, parce que si on a écrit racine de x, c'est que x était positif, mais racine de x au carré, par exemple racine de moins 3 au carré, ça fait racine de 9, ça fait 3. Hein. Donc voilà, racine de x2, c'est valeur absolue de x, hein, je vous rappelle. Ok, donc convergence simple. Alors ensuite la dernière, donc si on fixe x, par exemple x égale 1, exponentielle in. Alors normalement, peut-être vous savez que c'est dense dans le cercle et tout ça, mais en tout cas ça n'a pas de limite. Ok, donc voilà, si x n'est pas congru à 0 modulo de pi, parce que si x égale à 0 modulo de pi, ok, ça vaut tout le temps 1, mais sinon, voilà, c'est un truc connu, un cos n, cos n, ça tend pas vers une limite, cos nx, ça tend pas vers une limite quand x est différent de 0 modulo de pi. Par exemple, si x est égal à pi, ça fait 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, ok, ça ne converge pas. D'accord, donc là, je ne vais pas le démontrer là, parce que c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, mais enfin bon, c'est un peu long et je ne vois pas l'intérêt, normalement vous le savez. Hein. Ok, donc il n'y a pas toujours convergence simple. Là, voilà, pour x fixé, ça ne converge pas tout le temps. Ok, donc voilà, c'est quand même donner un exemple où ça ne marche pas, mais souvent dans les exos, ça marche. Ok, la convergence simple, c'est la première étape, et celle-là, normalement, elle marche. C'est après que ça se complique. Ok, très bien. Alors, donc, quelles sont les propriétés de la limite? Parce que maintenant, c'est bien sympa tout ça, mais on a des suites Fn qui ont des propriétés positives, croissantes, périodiques, continues, dérivables. Bref, et est-ce qu'on peut en déduire des propriétés de la limite? Alors, certaines oui, certaines non. En fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec la convergence simple. Et contrairement à une idée relativement reçue, du convergence simple, il n'y a rien qui marche, convergence uniforme, il y a tout qui marche. C'est un peu le cliché. Ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a quand même des trucs qui marchent avec la convergence simple. Par exemple, si toutes les suites Fn sont positives, donc si on suppose que l'espace d'arrivée c'est R, pour pouvoir dire que les fonctions sont positives, il faut qu'il y ait une relation d'ordre sur l'espace d'arrivée, donc on va supposer que l'espace d'arrivée c'est R. Si toutes les fonctions sont positives, alors la limite simple est positive. Si je suppose en plus que l'espace de départ est inclus dans R et que les fonctions Fn sont croissantes, alors f est croissante. Et puis, si je suppose que E c'est R tout complet et que Fn elle est périodique d'une certaine période t, alors la limite simple f elle est t périodique aussi. Alors tout ça c'est relativement facile à démontrer, j'ai essayé de le faire vous-même si vous voulez avant que je le fasse, c'est un bon exercice. Alors allons-y, donc la première étape c'est super facile, je suppose que toutes les Fn sont positives, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x et pour n'importe quelle n, Fn de x est positif. Du coup la limite d'une suite positive c'est positif, hein. Voilà quoi. On sait bien, un est tout le temps positif, la limite de un, on sait qu'elle existe, on sait qu'il y a convergence simple, du coup elle est positive aussi. Ok, donc ça va pas très très dur. Pareil, si c'est croissant, ça veut dire que si x est plus petit que y, fn de x est plus petit que fn de y, puisque fn est croissante. Et donc quand je passe à de la limite, du coup la limite de lui est plus petite que la limite de lui. Hein, donc voilà. Si de suite, si un est plus petit que vn, la limite de un est plus petite que la limite de vn. Si un et vn convergent, qui est vrai par définition, hein, toutes les suites convergent. Et donc j'obtiens que f de x est plus petit que f de y, et donc ma fonction limite est croissante. Alors pareil avec des croissantes, hein. Si les fn sont décroissantes, la limite est décroissante. Hein. Ok, et puis alors la périodicité, c'est exactement pareil, parce que je suppose que fn de x plus t c'est fn de x, donc pour x plus t, la suite c'est la même que la suite pour x, donc la limite c'est la même. Deux suites qui sont égales ont la même limite. Donc la fonction f est périodique aussi. Donc vous voyez, il y a des trucs qui marchent quand même pour la limite simple. Pas beaucoup, mais quand même quelques petites propriétés. Alors, donc maintenant, prenons toujours une suite d'applications de E dans K. Alors cette fois, je prends dans K, hein, d'accord, R ou C. Hein. Bon. Et je suppose que Fn converge simplement vers F. Et on va voir que si Fn est continu, ça n'implique pas que F est continu. On a déjà vu un exemple. Hein. La fonction xn de tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils étaient toutes continues et la limite n'était pas continue. Hein. Si pour tout n Fn est dérivable, F ça n'implique pas que f est dérivable. Alors rappelez-vous notre exercice de tout à l'heure, on a vu des fonctions, racine de x2 plus 1 sur n, ça, pour n'importe quelle valeur de n non nulle, c'était dérivable, partout. D'accord, x carré plus 1 sur n, ça ne s'annulait pas sur R. Et pourtant la limite c'est valeur absolue de x qui n'est pas dérivable. Donc en fait on a déjà vu un contre-exemple. Alors là c'est un peu plus subtil, si toutes les suites Fn sont bornées, ça n'implique pas que la limite simple est bornée. Ça, c'est un peu bizarre. On pourrait se dire, attends, tous les Fn de x sont tout petits qu'une certaine valeur, et f de x n'est pas plus petit qu'une certaine valeur.
Attention, c'est pas la suite fn de x qui est bornée, c'est la suite, c'est fn de x pour tous les x. Pour un n fixé, fn de x est borné. Vous voyez? Donc là, on va donner un petit exemple, c'est tout bête. Hein. Si je prends l'application par exemple qui a x associe nx sur nx carré plus 1, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, c'est un exemple. Hein. Bon, bah voilà, donc déjà, on a vu que la limite de ça, c'était 1 sur x, 0 et 1 sur x. Donc déjà, elle n'est pas continue. Et puis, bah, celle-là, elle est bornée à chaque... Vous voyez, c'est une fonction continue sur R qui ne prend pas des valeurs infinies. Hein. Donc voilà, donc pour chaque valeur de n, c'est une fonction bornée. Et la limite, c'est 1 sur x. Sur R plus étoile, donc c'est pas borné. Voilà. D'accord? Donc on a déjà vu des contre-exemples à tout ça. Donc c'est embêtant. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de propriétés qui passent. Bon. Ok, donc j'ai tracé 1 sur x. Ok. Donc reprenons notre exemple de tout à l'heure. Donc on a déjà vu, c'était continu au début, c'est pas continu à l'arrivée, tout ça, tout va bien. Et par contre, on pourrait se dire, tiens, est-ce que l'intégrale de fn tend vers l'intégrale de f? Alors là, par exemple, l'intégrale de fn, c'est 1 sur n plus 1. Hein, xn plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1, 1 sur n plus 1, ok. Ça tend bien vers 0, qui est l'intégrale de ce truc-là. Cette fonction-là est continue par morceaux, son intégrale vaut 0, tout ça. Ok. Donc tiens, sur cet exemple, qui pourtant ne vérifiait pas que, voilà, c'était pas continu à l'arrivée, l'intégrale, ça marche quand même. Donc, est-ce que c'est vrai que l'intégrale sur AB de fn tend vers l'intégrale sur AB de f? Bah alors, regardons tout d'abord une suite d'applications de R, voilà, de R+, dans R, qui est définie comme ça. Donc, je prends fn, la fonction caractéristique de n plus l'infini. Alors, je vous rappelle, la fonction caractéristique, ça veut dire c'est celle qui vaut 1 sur cet ensemble et 0 ailleurs. Hein. Ok, donc prenons une fonction qui vaut 0 entre 0 et n, et qui vaut 1 entre n et plus l'infini. Pourquoi pas, c'est bien une application définie partout sur R, à valeur dans R, tout ça. Ok? Bon, alors, pour x fixé, c'est un peu subtil, mais la limite de fn de x est 0. Pourquoi? Parce que je prends n'importe quelle valeur ici. Ah, bah ici, ça vaut 1, fn de x. Et après, pour n plus 1, ça vaut 1, pour n plus 2, ça vaut 1, n plus 3, ça vaut 0. Ah, puis après, ça vaut tout le temps 0. Oui. Hein, puisque ma frontière, là, elle se déplace par là. Donc, pour n'importe quel x fixé, au bout d'un moment, ça vaut 0. Donc, pour x fixé, la suite fn de x, ça vaut 1, 1, 1, 1, 1 un certain nombre de fois, puis après 0, 0, 0, 0. Bon, elle converge vers 0. Donc la suite fn converge simplement vers 0. Ok? Mais pour chaque n, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn, bah, diverge. Hein. D'accord? C'est un carré qui a hauteur 1 et longueur infinie. L'aire de ça, c'est plus l'infini. Ok? Pourtant, ça converge simplement vers la fonction nulle, dont l'aire de la fonction nulle sur R+, c'est 0. L'intégrale de la fonction nulle, c'est 0. Donc voilà, là, c'est pas défini, c'est plus l'infini, en tout cas, ça ne converge pas, ça n'existe pas, et pourtant, la limite de f, c'est 0. Donc ça perd de marcher que les intégrales convergent vers un truc. Okay, mais vous allez me dire, bon, ouais, mais là, c'est une intégrale généralisée, c'est entre 0 plus l'infini. Restons sur les intégrales sur AB. Ben, ça ne marche pas non plus. Les contre-exemples sont un peu plus durs à trouver, donc je vous l'ai mis après. On va considérer une suite fn qui est définie comme ça. Alors, c'est un peu plus subtil, vous voyez, donc je la prends pour n différentes 0, hein, je la définis. Ok, je la prends égale à 0 entre 0 et 1 sur n. Et puis ensuite, je la fais monter là, entre 1 sur n et 2 sur n, je la fais monter jusqu'à la hauteur n au carré. Bon, ça monte raide hein, quand n est grand, mais ok, c'est un morceau de droite. Ensuite, je vais faire descendre ici au point 3 sur n 0. Et puis ensuite, j'ai vos 0 jusqu'à 1. Donc, elle finit entre 0 et 1, comme ça. D'accord? Affine par morceau. Je ne mets pas les formules, ça sert vraiment à rien. Vous pouvez les calculer si vous voulez. Hein. L'équation de droite qui passe par 2 points, on sait faire. Hein. Ok? Donc, voilà. Cette fonction-là, donc, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose à bien repérer, c'est qu'elle converge simplement vers 0, celle-là. Pourquoi? Parce que je prends n'importe quelle valeur ici. Mais non, ça ne vaut pas 0. Oui, mais au bout d'un moment, 3 sur n, il va être plus petit que cette valeur. Parce que 3 sur n, il tend vers 0. D'accord? Et à partir du moment où mon triangle il sera passé à gauche de ma valeur, même si elle est très proche de 0, d'accord? Même si c'est très très proche de 0, au bout d'un moment, 3 sur n, il sera avant. Et donc, cette suite de fonctions converge simplement vers 0. Tout le temps. Donc la limite simple, c'est la fonction nulle. Ok? Pourtant, elle n'est pas bornée, tout ça, mais enfin bon, ça, on l'a déjà vu, hein, c'est pas évident. Et l'intégrale de fn, c'est pas compliqué, c'est l'aire du triangle. 1 demi de la base fois la hauteur. J'ai pris exprès une base qui mesure 2 sur n. 1 demi de 2 sur n, ça fait 1 sur n. Fois la hauteur n au carré. L'aire de l'intégrale, enfin l'intégrale de fn, c'est n. Alors j'aurais pu prendre n là pour que l'intégrale soit tout le temps égale à 1. Hein, si vous voulez pas que ça tende vers l'infini. Là j'ai exagéré, je veux dire, vous voyez, on a fn qui tend vers 0 et son intégrale qui tend vers plus l'infini.
intégrale de fn, qui existe à chaque fois, c'est des fonctions continues, tout ça, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucune subtilité, tous les fn sont continus, leur intégrale elle vaut n, d'accord, elle converge simplement dans une fonction dont l'intégrale vaut 0. Donc ça ne marche pas du tout. Ok, alors, donc maintenant on se dit, bah ok, en fait, généralement, là, la convergence simple, ça pas, mais généralement quand on a une suite d'éléments dans un espace vectoriel normé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une suite un dans un espace, bah, elle tend vers L si norme de un moins L tend vers 0. Et là, finalement, mes fonctions, mes applications là, de E dans F, bah, c'est un espace vectoriel. Les applications de E dans F, puisque F est un espace vectoriel. Donc, hein, vous savez, on peut ajouter f de x plus g de x, bah, c'est f plus g le tout de x, c'est f de x plus g de x. Il y a un plus à l'arrivée, il y a un plus dans les fonctions. D'accord? Lambda fois f le tout de x, bah, c'est lambda fois f de x. Il y a une multiplication par lambda dans l'espace d'arrivée, il y a une multiplication par lambda dans l'ensemble des fonctions. Hein, je vous rappelle, c'est la structure de l'espace d'arrivée qui se téléporte, qui se transfère sur la structure, qui donne une structure aux applications dans cet espace. Okay, donc c'est un cas espace vectoriel, l'ensemble des applications. Du coup, bah, il suffit de prendre une norme dessus, dire bah, cette suite d'éléments de mon espace vectoriel, voilà, si la suite de fonctions fn tend vers f, si norme de fn moins f tend vers 0. C'est tout bête, quoi, vous voyez? Donc si on choisit une norme sur cet espace-là, on dira qu'une suite fn converge vers f pour cette norme. Alors attention, parce que en dimension infinie, les normes ne sont pas toutes équivalentes. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur les espaces vectoriels normés. Hein, mais voilà, des fois, ça peut converger vers quelque chose pour une norme et vers autre chose pour une autre norme. Hein. C'est compliqué. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, on dit que fn tend vers cette norme si, bah, du coup, voilà, norme de fn moins L est égale à 0 quand n tend à l'infini. Il n'y a pas de x là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. D'accord? Donc, voilà. Donc la question maintenant, c'est OK, et, bah, par exemple, pour la convergence simple qu'on vient de voir, c'était quoi la norme? Quelle était la norme qu'il fallait mettre sur l'ensemble des fonctions pour obtenir cette convergence simple qu'on a vue? La réponse, il n'y en a pas. Cette convergence simple, elle est ultra compliquée. C'est une convergence qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a appris. Normalement, une suite UN tend vers L, bah, comment on sait? Alors dans R, on sait, ok, et dans un espace, et sinon quand on n'est pas dans R, bah, on prend une distance ou une norme et on se ramène à R. Et ben, la convergence simple, on ne peut pas faire ça. Pour ça, on me dit souvent, oui, alors attention au problème de Lagrange, il n'y a que les espaces métriques et les espaces vectoriels normés, et ben, que nenni. Il y a des topologies qui sont atrocement compliquées. La convergence simple, c'est la convergence la plus compliquée qu'on voit en licence de maths. Et elle s'appelle simple. Vous voyez le problème, quoi. Ça ne correspond pas à ça. On voit bien la notion et tout. Alors, si vous voulez tout savoir sur cette demande, c'est la topologie produit infini. Enfin, c'est un truc horrible. Hyper dur à définir. Enfin, hyper dur. C'est vachement abstrait, etc., etc. Je ne vais pas le faire là. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur la topologie générale pour ceux que ça intéresse, mais là, je ne vais pas en refaire. Mais enfin, bref, c'est juste pour vous dire, cette convergence qui a l'air si simple, en fait, elle est compliquée. On ne peut pas définir une norme qui dit, tiens, bah voilà, ça veut dire convergence simple si norme de fn-f tend vers 0. Il n'y a pas. J'ai hésité à vous le démontrer que c'était pas normable et tout, mais en fait c'est un peu compliqué pour rien, donc je ne vais pas le faire. Mais enfin voilà, ça peut se démontrer. Hein. Pour la convergence simple, c'est pas possible de faire avec une norme. Ok, donc voilà, donc bon, c'est pour notre culture. On dit bon bah du coup convergence simple, ok, mais alors bon bah voilà, il y a quand même d'autres convergences. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme norme sur les applications de E dans F, un espace vectoriel? Est-ce qu'il y a des normes sympas qui permettent de savoir quand est-ce qu'il y a des convergences ou pas? Et réponse, bah en fait il n'y en a pas. Alors il y en a toujours, donc il y en a, mais pas explicite. C'est-à-dire que quand. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça? Comment ça? Il y en a ou il n'y en a pas? Alors, il y a des normes, mais il n'y en a pas où on a des formules pour les définir, où on peut les définir simplement. Et oui, bah en fait, c'est un théorème qui dit qu'il y en a, mais c'est comme le théorème de Zorn qui vous dit qu'il y a des bases, tout espace vectoriel. Donc, par exemple, l'ensemble des applications de 0, continues, par exemple de 0,1 dans R, il y a une base de ça. Mais, ok, vas-y, donne-en une. Compliqué. Vous voyez, c'est pas parce que ça existe qu'on sait l'exprimer, qu'on sait en donner une. Vous voyez, qu'on ne sait même pas donner un exemple. On sait qu'il y en a plein, mais on ne sait pas en trouver un. Ben, c'est pas des normes, il y en a, mais on ne sait pas donner une formule, on ne sait pas en trouver une explicitement. Quoi. On ne sait pas l'utiliser. Quoi. On dit, bon, du coup, c'est foutu, cette histoire de normes, alors on n'a que la convergence simple. Alors que nenni. Parce que, ok, il n'y a pas de normes sur toutes les applications dans F, mais il y a des normes sur plein de sous-espaces vectoriels. Donc on va se limiter à certaines applications, et là, on aura des normes. Par exemple, si je prends les applications continues de 0,1 dans K, eh ben, l'application qui a f, si l'intégrale de la valeur absolue de f entre 0 et 1, c'est une norme qu'on appelle la norme 1. Ok? Donc pareil, il y a des exemples dans mes vidéos sur l'espace vectoriel normé pour expliquer que c'est une norme et tout ça. Voilà, mais si je prends plus généralement, j'appelle LP de AB.
voyez, donc l'ensemble des applications de AB dans K, avec A qui peut être moins l'infini ou plus l'infini, c'est pour ça que j'ai pris l'intervalle ouvert. Enfin, bon, il y a des vidéos sur l'espace LP, mais là c'est pas important, enfin c'est pas essentiel pour maintenant, quoi. Mais en gros, il y a des sous-espaces dans lesquels on peut définir si l'intégrale de ça est plus petite que plus l'infini, c'est un sous-espace vectoriel qu'on appelle LP, les espaces de Lebesgue, dans lequel ça c'est une norme. En fait, il faut que ce soit défini. En fait, hein. Si ce truc-là est défini, on prend ça à la puissance 1 sur P, et bim, on appelle ça la norme P. Donc en gros, ces espaces, ils sont là pour ça. Je veux dire qu'on n'a pas de norme en général, mais on a plein de formules qui marchent pour certains sous-espaces vectoriels. Et donc celui-là, vous voyez, les fonctions pour lesquelles ça marche, on peut prendre les fonctions continues, mais plus généralement, toutes les fonctions pour lesquelles ça marche, on appelle ça L1. Toutes les fonctions pour lesquelles ce truc-là converge et vaut un nombre, donc ça marche aussi pour les applications continues dans 0,1 par exemple, hein. Mais de façon plus générale, les fonctions pour lesquelles ça existe, hop, on appelle ça LP. D'accord? On va dire, voilà, la convergence dans LP de la suite de fonctions machin. Cas particulier, vous voyez, si on prend P égale 2, eh ben on dit que Fn converge vers F en moyenne quadratique. Oh là 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 là. Bon, bah vous verrez, quand vous verrez les vidéos sur les séries de Fourier, qu'il y a un exemple hein, avec Parseval où on démontre qu'il y a une convergence si F est continu, sa série de Fourier converge en moyenne quadratique vers L, par exemple. Donc voilà, c'est-à-dire que la norme de l'intégrale de Fn moins F au carré tend vers 0. Ok, bref, donc tout ça pour vous dire que convergence de suite de fonctions, c'est un peu compliqué. D'accord? Convergence simple, ok, la définition a l'air simple, mais en fait il n'y a pas de norme, c'est un truc horrible. Et sur certains sous-espaces vectoriels, il y a des normes qui permettent de définir des convergences plus ou moins compliquées. Mais il y a une norme qu'on va préférer à toutes les autres parce qu'elle est quand même plus sympa, c'est la norme infinie. Et donc ça, pour la définir, il faut des applications bornées. Donc je prends une application bornée dans l'ensemble E dans K. Alors en fait, ça marche dans F, hein, ce serait le sub des normes, mais là, je n'ai pas voulu vous embrouiller la tête. On se limite aux fonctions dans R ou dans C. Mais en vrai, ça ne changerait rien si je mettais de E dans F et que je mettais sub de norme de F de X. Mais bon, j'ai voulu pas trop déborder du programme classique de L2, donc on prend des applications qui vont dans un espace quelconque, mais qui peut être R2, qui peut être, bon bref, R ou une partie de R, dans R ou C. Et la norme infinie, donc, c'est le sub des valeurs absolues de f de x ou module de f de x pour x dans E. Donc si f est borné, ça veut dire que bah, ça, justement, c'est plus petit qu'une certaine valeur, et donc la borne sup, elle existe, hein, puisque c'est un ensemble non vide qui est majoré, donc, ok. Donc E n'est pas l'ensemble vide, hein. Oui, ok. Bon. Voilà. On a la norme infinie de f. Ok. Et donc, sur ce sous-espace vectoriel, on a une norme infinie, et donc, une suite d'applications de E dans f, eh ben, si elles convergent pour cette norme-là, donc si la suite Fn converge pour la norme infinie, c'est-à-dire si la limite quand n tend plus l'infini de norme de Fn moins F infini égale à 0, on dit que Fn converge vers F uniformément. D'accord? Donc la convergence de la suite Fn est uniforme. Ok? Voilà, donc là c'est une convergence qui est utile. On va en reparler, ce sera l'objet de la vidéo suivante, hein, en détail. D'accord? Donc là je donne juste la définition. Vous voyez, pour cette norme-là, ben, on va voir que là il y a plein de propriétés sympas et tout ça, donc on va beaucoup l'utiliser. Okay. Mais il y a des propriétés pour les autres normes, mais on ne va pas trop se disperser, on va surtout se concentrer sur celle-là. Voilà, voilà. Alors une petite question que j'ai vue quand j'ai assisté aux oraux de Lagrange, à quelqu'un qui parlait justement des suites dans un espace vectoriel normé, et donc qui parlait des suites de fonctions, etc., etc. Et donc un membre du jury lui a dit, bah alors du coup, pour qu'on puisse dire qu'une suite Fn converge vers F uniformément, il faut que les fonctions Fn soient dans l'ensemble munies de la norme infinie, donc il faut qu'elles soient obligatoirement bornées. Puisque dans son plan, le jeune homme avait dit ça. Il dit, ben voilà, si on a des fonctions Fn qui sont bornées, on a la norme infinie et on peut définir la convergence uniforme. Question. Et donc, voilà, quand il y a convergence uniforme, c'est uniquement quand les fonctions Fn sont bornées. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la réponse était non. Et ben, attends, tu viens de nous dire qu'il fallait un sous-espace vectoriel pour lequel la norme était définie. Oui, mais les Fn ne sont pas dedans. Parce que norme infinie de Fn, je m'en fous. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que norme infinie de Fn moins F soit dedans. Donc il faut que Fn moins F soit borné. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Si je prends Fn de x égale exponentielle x plus 1 sur n, bah, la fonction exponentielle x, elle est clairement pas bornée, hein, de R dans R. D'accord? Et je prends f, justement, la fonction exponentielle x. Bah, la différence des deux, Fn de moins f, ça fait 1 sur n. Vous voyez, c'est la limite simple. Hein. Quand n tend plus l'infini, ça tend vers exponentielle x. Bah, la différence des deux, c'est 1 sur n. Elle tend bien vers 0 en norme infinie. Le max, bah, c'est une fonction constante. Donc son max tend vers 1 sur n. Donc, ce qu'il faut, c'est vachement subtil. Vous voyez, pour que une suite Fn converge vers F uniformément, on trouve d'abord la limite simple de Fn. D'abord, on la définit, si on a que la formule de Fn, on trouve la limite simple. Si elle existe pas, c'est terminé.
Et après, on regarde est-ce que Fn-F est borné. Donc du coup, c'est pas simple. Quelles sont les fonctions pour lesquelles on peut dire qu'il y a convergence uniforme? Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'espace comme ça. Enfin, on pourrait essayer de définir un truc, mais a priori, il n'y a pas d'espace dans lequel les Fn doivent être pour pouvoir converger uniformément à la base. Vous voyez, il faut qu'il existe une fonction f telle que Fn-F soit bornée, pour tous les n. Ok, donc c'est une petite subtilité. Hein. Vous voyez, on a des sous-espaces vectoriels, mais il faut que Fn-F soit dedans. Ok. Voilà, bah c'est tout pour ça. On va étudier en détail la convergence uniforme, voir toutes ses propriétés, etc. dans la vidéo suivante. Donc je vous rappelle, pas de commentaires, soyez sympas. Vous gardez tous les commentaires, vous avez cette vidéo, sur la vidéo suivante. J'ai mis les deux en public en même temps, donc vous pouvez switcher à l'autre et mettre « j'ai rien compris à ce que tu dis sur la convergence simple » dans l'autre, d'accord? C'est pour une expérience scientifique. Donc soyez sympas, jouez le jeu. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Hop, un petit coucou aux tipeurs. Merci à vous. Toujours aussi nombreux, toujours aussi sympas. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous me donnez, certains depuis 4 ans. Hein, voilà, donc vraiment super. Hein, mention spéciale à mes amis Agnès et Ose, mais même ceux que je ne connais pas en fait, parce que eux c'est limite, c'est des copains, tout ça, donc bon, quelque part, voilà. Mais il y en a que j'ai jamais vu, que j'ai jamais rencontré, qui me donnent des sous depuis très très longtemps. Mouloud, Nicolas, Jag, Melgreen et Carla, eh ben, merci infiniment à vous. Hein. Et puis voilà, c'est super. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment super. Bref, bisous, ciao et à bientôt.